Mandzukic che fa la torre al centro per Matuidi, palla che schizza per Pjanic, infila l'angolino Miralem Pjanic. Dopo mezz'ora Juventus 1 e Lazio 0, il bosniaco a segno per il vantaggio della Juve. Con l'esterno dentro da Cancelo, posizione regolare, Cancelo al cross per Ronaldo che litiga con il pallone, ma Mandzukic fa 2-0 per la Juve. Non c'è riuscito Ronaldo, ma c'è riuscito Mario Mandzukic. En audio et en VO, les buts de Miralem Pjanic et Mario Mandzukic qui ont permis à la Juventus de s'imposer 2-0 face à la Lazio. Ciao à tutti et bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, épisode 9. La vieille dame enchaîne avec une seconde victoire consécutive, la première à domicile. Résumé, réactions et notes sont à retrouver sur le site stylejuve.fr. Et avec moi ce soir pour analyser cette victoire, il y a Émilie. Salut. Salut à tous. Raphaël, salut. Bonsoir. Et puis sa première dans l'émission, on lui souhaite la bienvenue, Alexandre. Salut tout le monde. Et je suis Fiorenzo. Comme d'habitude, le lien vers nos Twitter respectifs est dans la description. Et pour prolonger les débats, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre forum, forum.stylejuve.fr. Juventus Lazio, donc une formation inédite, une clean sheet et une Juventus qui semble monter en puissance. Émilie, qu'as-tu pensé de cette deuxième rencontre de la Juventus ? C'est une victoire 2-0, on n'a pas encaissé, c'était vraiment chouette. Moi j'avais peur justement vu le premier match qu'on recommence à encaisser des buts un peu facilement après s'être endormi. Au final là on a eu des phases d'endormissement mais on a quand même bien maintenu la baraque, donc au final c'était plutôt un bon match. Je suis assez contente. Même si la Lazio nous a un peu mis des bâtons dans les roues par moment, il y a eu des phases de domination assez nettes. Mais en dehors de ça, on a bien géré le match, franchement c'était bien. Je crois que le plus important dans l'immédiat, c'est la solidité défensive, hein, au-delà de la production de l'attaque. De toute façon, avec les joueurs qu'on a devant, même sans briller, on sait qu'on pourra marquer au moins un but dans un match. Par contre, on pourra pas gagner tous nos matchs en prenant 2 buts comme contre le Chievo. Donc voilà, défensivement, contre un adversaire quand même d'un plus haut niveau que le Chievo en plus, on a retrouvé une équipe solide et qui a fait preuve d'autorité, y compris Chesney qui avait été un peu critiqué la semaine dernière, même si c'était un peu dur, mais il avait fait une sortie pleine d'autorité, un bon arrêt aussi. Donc globalement, la défense a été plus rassurante. Et puis derrière, les buts sont arrivés comme prévu, j'ai envie de dire. Alexandre, qu'as-tu pensé de cette Juventus là? Bien, moi je l'ai trouvé plus rassurante parce que c'est vrai que prendre 2 buts face au Chievo, certes à domicile, mais quand même face au Chievo, ça a été un peu inquiétant. Et là, un clean sheet parfait qui montre que il y a sûrement une chance d'avoir un après Buffon aussi bon qu'on a eu une période avec Buffon. Raphaël, est-ce que tu t'es ennuyé toi un petit peu devant ce match-là ou globalement tu t'es amusé aussi? Alors amusé, je dirais pas ça. Il y a eu des phases, comme a dit Émilie, qui étaient un peu endormissantes, mais la Lazio a dominé les 15 premières minutes du match, et après la Juve a mis son empreinte sur la rencontre. Pjanic au top. Franchement, c'était un bon match pour lancer la saison. Tout le monde est encore en rodage, mais ça se lance bien. Moi, je suis plutôt satisfait. Mais c'est surtout ça, je pense que y a eu un petit peu de déception par moment sur les réseaux sociaux autour de ce match-là, mais il faut bien comprendre que c'est une Juventus, on parle souvent de football d'août en Italie justement, donc c'est encore une Juventus qui est en train de se mettre en route et qui est très très loin de son meilleur niveau. Au niveau de l'attaque, évidemment, tout le monde voulait voir le premier but de Cristiano Ronaldo. Il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de l'animation offensive, Alexandre? Est-ce que t'es déçu de pas avoir vu Cristiano marquer ou t'es quand même globalement satisfait par la prestation en général et le but arrivera plus tard? Eh bien, moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il marque pour son premier match au Stadium. Ça aurait été vraiment vraiment sympa qu'il marque en fait. Mais je me dis que ça va arriver parce que c'est Cristiano Ronaldo quand même, on parle d'un attaquant de classe mondiale. Et certes, il était peut-être pas dans la meilleure des positions pour marquer en plus, donc il était un peu excentré. Et je pense que je suis pas déçu, mais je m'attends à ce qu'il fasse un peu mieux. Bon, il a un peu tout essayé sur ce match-là, une fois de plus. Il a eu la balle parfaite devant le but vide et au final, ça s'est transformé en une passe décisive involontaire. Qu'as-tu pensé de ça, Émilie? Il a pas de chance en fait, hein. Concrètement,
il lui manque pas grand-chose à chaque fois. On voit qu'il en veut énormément, mais ça suffit pas. Donc je pense que ça viendra quand on s'y attendra le moins. Au final, il finira bien par marquer. Ça m'étonnerait qu'on passe la saison à ne pas voir marquer Ronaldo. Donc à mon avis, ça devrait pas tarder. Faut s'armer de patience, et puis de toute façon, il a encore toute la saison devant lui pour marquer une ribambelle de buts. Donc on aura l'occasion de le voir à l'œuvre, à mon avis. Ancelotti, il me semble, disait qu'il n'y avait pas de joueur plus dangereux que Cristiano Ronaldo, à part Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué. Est-ce que Parme doit vraiment trembler, Raphaël, ou tu penses qu'il aura besoin peut-être d'un peu de temps encore pour vraiment prendre ses marques dans l'attaque? Moi je pense qu'il a déjà pris ses marques. On va sur le terrain, il est à l'aise, il manque juste ce petit but. Il a eu pas mal d'occasions pour marquer. Après, il y a eu un peu de malchance. Strakosha qui enlève bien ce but de Mandzukic, le ballon de Ronaldo, sinon il y a des buts. Ronaldo, il a pas marqué, il a quand même cadré 4 tirs. Du coup, c'est vraiment que le gardien à chaque match fait un très gros match. Bon, tous les gardiens toute la saison feront pas un match de leur vie contre Cristiano. Faut bien se le rendre compte, mais ça viendra. Et puis Cristiano, il est pas que présent au tir, il est présent aux passes, dans le jeu. On l'a vu faire une grande course défensive pour rattraper le ballon, 90% de passes réussies, les chiffres ne mentent pas. Moi je pense que ça va venir et il marquera un moment ou un autre. Ouais, ça a été impressionnant aussi de voir Cristiano revenir défendre, parce que tout le monde dit qu'à Turin il le fera jamais. Est-ce que Allegri aura cet impact-là? Ça sera intéressant de le voir dans la saison. À propos d'Allegri, il a changé de formation cette fois avec un 4-3-3, et puis l'exclusion notamment de Dybala et puis de Douglas Costa également pour mettre Mandzukic et Bernardeschi. Émilie, qu'est-ce que tu as préféré entre guillemets dans l'animation peut-être offensive, le 4-2-3-1 de la semaine dernière ou le 4-3-3 de samedi? Le 4-3-3 de samedi, je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique, et j'ai l'impression que Mandzukic a apporté énormément là où j'ai trouvé Dybala très mou la semaine dernière. Donc c'est vrai que quelque part dans ce que j'ai vu de Mandzukic sur le terrain et ce que j'ai pas vu de Dybala contre le Chievo, je m'y suis plus retrouvée là contre la Lazio que sur le premier match. Après bon, est-ce qu'il y a un cas Dybala ou pas, c'est un autre débat, mais je pense que là, sur le coup, je pense que contre la Lazio encore plus, Mandzukic a vraiment sa place et il a fait vraiment des bonnes choses, autant défensivement, offensivement, il est à côté de Ronaldo, il propose des solutions. Je les ai trouvés très compatibles, on va dire, sur le terrain. Il y avait une bonne corrélation entre les deux, ça marchait bien. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Et puis Bernardeschi aussi, qui a été plutôt on fire, c'était vraiment pas mal. En cas Dybala, c'est l'avenir qui le dira, mais a priori c'est vraiment un choix tactique sur ce match-là d'Allegri, qui a préféré aligner un Bernardeschi sur le côté pour apporter un petit peu de soutien à Joao Cancelo, parce qu'il y avait du monde dans son couloir avec Lulic et Milinkovic-Savic. Raphaël, est-ce que pour toi c'est concevable d'avoir une Juve sans Dybala, ou plus jamais ça, il faut vraiment le mettre en jambes et l'aider à trouver une entente avec Cristiano au plus vite? Non, c'est via l'opposition. Contre la Lazio, il fallait vraiment un milieu de terrain qui devait être solide. On a vu qu'au milieu de terrain, Sergej Milinkovic-Savic était vraiment en difficulté, pareil pour Lucas Leiva. Après, question d'opposition, Pjanic et Matuidi ont bien su gérer cela, qui dirait un petit peu sans difficulté, mais on y reviendra dans les flops. Spoiler alerte. Sinon, non, pour le cas de Dybala, je m'inquiète pas plus que ça. Il aura évidemment temps de jeu, c'est un titulaire quasi indiscutable. Après, évidemment, ça dépendra de l'opposition. Mandzukic en pointe, j'ai trouvé bon. Après, évidemment, il fait du Mandzukic, il se dépense beaucoup, il marque son but. Il est dans les duels, il fait du Mandzukic. Moi, je m'inquiète pas trop pour le cas de Dybala. Il reviendra c'est déjà un patron, Dybala, c'est pas ça. Mais la situation avec Ronaldo est assez intéressante, et tout le monde a hâte de voir les deux en masterclass. Alexandre, Mandzukic, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Ronaldo, ça va être un casse-tête pour Allegri à long terme, tous ces joueurs-là, ou il va bien trouver la solution? Je pense que il peut trouver la solution. Donc, comme a dit Rafa, tout dépendra du match. C'est-à-dire que s'il faut un match plus défensif, je pense que Mandzukic s'imposera par rapport à Dybala.
Mais pour un match d'un niveau un peu moindre, où il faut être plus offensif par exemple, Dybala qui a sa créativité et sa fougue peut parfaitement correspondre à la place de Mandzukic. Et pour moi, bon, Cuadrado, je préfère Bernardeschi à Cuadrado, car on l'a vu, il est en pleine forme. Et donc oui, je dirais plutôt de mettre en titulaire pour des matchs très offensifs un Bernardeschi et un Dybala, plutôt que Mandzukic ou Cuadrado pour des matchs plus défensifs, qui peuvent revenir plus vite en défense. Voilà. Bon, l'attente est insoutenable depuis le spoiler de Raphaël. Je vous propose de passer au top et au flop. Et Raphaël, du coup, tu vas commencer. Quel est ton flop? Quel est ton top? Et quel est ton flop? Je crois qu'on a compris de qui il s'agissait. Mais t'avais pas dit la semaine dernière qu'on devait bannir Khedira des flops? Bah oui, mais j'ai l'impression que ça te démange de le mentionner. Moi, c'est vrai que ça commence à devenir systématique. Donc, on va peut-être devoir faire preuve d'originalité à l'avenir, non? Bah j'attends toujours d'Allegri qui mette Khedira sur le banc. J'en peux plus. On peut plus. Il joue pendant 5 minutes et après on le voit plus du match. C'est énervant. C'est énervant parce qu'on a un milieu de terrain, Matuidi qui a fait une première mi-temps exceptionnelle, Pjanic qui est toujours en ses cordes, qui était un petit peu moins quand même fort ce week-end-ci, et puis Khedira, il a joué 5 minutes après basta quoi. Si je pourrais rajouter un flop, ce serait plutôt du côté de la Lazio. Milinkovic Savic pour l'instant est pas trop enfin il est pas rentré dans la saison. Je m'inquiète pas plus que ça, mais bon, ça fait quand même 2 matchs qui passent à côté, on verra bien pour la prochaine fois. Mais sur du côté Juventino, qui dira vraiment flop, hein, vraiment flop. Il y a quand même eu quelques mouvements sans ballon, je crois, notamment sur le deuxième but où il attire un défenseur vers lui. Donc, et il y a eu un gros retour défensif aussi sur Milinkovic-Savic en première période. Donc, il y a peut-être toujours les 2 petits trucs qui vont aider à sauver sa prestation et qui vont peut-être convaincre Allegri de continuer à miser sur lui. Mais c'est vrai que c'est systématiquement Khedira qui revient dans nos flops, j'ai l'impression. Quel est ton top sur ce match, Raphaël, par contre? Ah, mon top, top, j'aimerais dire que Ronaldo, mais bon, il a pas marqué, mais bon, sans ballon et toujours comment dire, toujours dangereux, sans ballon et même avec ballon, on voit quand il tire, il cadre. Comme j'ai dit, pour un mi-temps Matuidi impeccable. On a un petit peu moins en deuxième, mais il est toujours présent, il a fait beaucoup de bien. Sinon, j'ai bien aimé la prestation de Bonucci pour son retour au Allianz Stadium. Je trouvais qu'il était solide et puis fallait avoir une tête solide pour revenir et faire un bon match comme il a fait. Émilie, ton top et ton flop sur ce match? Alors déjà, je tiens à souligner que je suis pas d'accord sur Khedira. Pour ma part, alors bien sûr, il est pas au top non plus, mais par rapport à la semaine dernière, par rapport au match contre le Chievo, moi je l'ai trouvé beaucoup mieux. Déjà, il y a vraiment un gros progrès, j'ai trouvé. Alors maintenant, évidemment, c'est pas non plus encore exceptionnel, mais moi je pense qu'il a repris un peu du poil de la bête et c'est juste une question de mise en jambe et je pense qu'il va pouvoir peut-être refaire des bons matchs comme au début de la saison dernière. Donc, enfin, j'ai envie d'y croire en tout cas. Après, sur mon flop réel, du coup, moi ce serait plutôt les tifosi de la Juve en fait, à qui j'en veux un petit peu d'avoir insulté Bonucci comme pas possible au début du match. Moi je pense que quand on a un joueur qui revient dans cette situation-là dans son club, c'est pas évident pour lui et il se doit d'être soutenu parce que ton club a choisi de reprendre ce joueur va défendre tes couleurs, donc tu l'insultes pas en fait, tu l'encourages. Parce que si jamais il sort une prestation hyper mauvaise sur ce match, on l'aurait encore plus insulté. Et au final, qu'est-ce que ça aurait apporté? Ça aurait peut-être pu entraîner une défaite, on ne sait pas. Au final, le mental joue beaucoup. Et je pense pas qu'un supporter ait intérêt à cracher sur un de ses joueurs les plus importants. Ça peut briser un match aussi. Donc moi, j'ai été assez déçue de ça, surtout qu'au final, derrière... il a fait une très très bonne prestation et à la fin, bon, tout le monde l'a applaudi. Donc je pense qu'il faut quand même être cohérent 5 minutes. Le joueur revient dans l'équipe, il faut le soutenir.
Après, il s'est mis, enfin, chacun a son avis sur la question. On a tous des sensibilités différentes par rapport à ça, mais bon, on peut aussi dire qu'il s'est mis tout seul dans cette situation quand il a voulu peut-être partir l'année dernière et peut-être ouvrir un peu trop sa bouche quand il est arrivé à Milan. Et voilà, on doit tout pardonner à un joueur sous prétexte que la Juve a décidé de le reprendre. Pour toi? Non, on doit pas tout pardonner, mais il faut mettre d'un côté ce qui s'est passé et d'un autre côté ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, il défend les couleurs de la Juve. Donc qu'on l'insulte sur les réseaux sociaux, qu'on l'insulte tous les jours, je sais pas, mais sur le terrain on doit pas l'insulter parce que ce mec-là il en veut et il défend nos couleurs, donc il faut pas non plus le descendre pendant qu'il est en train de jouer pour moi. Ton top du coup c'est Khedira ou t'as envie de mettre en valeur quelque chose ou quelqu'un d'autre? Alors non, ce sera pas Khedira. Pour moi c'est la charnière Chiellini-Bonucci. Franchement, on n'a pas pris de but et c'est en grande partie grâce à eux. Il y a eu des très très bons retours de Bonucci comme de Chiellini. Ils ont vraiment retrouvé une entente comme il y a, on peut dire comme il y a 2 ans maintenant. Franchement, j'ai été vraiment épatée parce que la semaine dernière, c'était pas vraiment ça. On voyait vraiment qu'il manquait des ajustements entre les deux, alors que là, on a retrouvé une certaine compatibilité. Ça a très bien fonctionné. Il y a eu même un peu d'offensivité de leur part. Quelque chose qui fonctionnait très bien déjà à l'époque et franchement c'était un plaisir de revoir cette charnière fonctionner aussi bien. Moi je suis très satisfaite parce que j'aime beaucoup la défense. Moi je vais enchaîner avec mon top justement parce que c'est Giorgio Chiellini, parce que on est tous là, oui, Cristiano Ronaldo, sa première à l'Allianz Stadium, mais Chiellini, il y a encore 3 interventions clés sur ce match-là, et certaines de ces interventions, là, quand il empêche Immobilier de partir, je crois que ça a été le cas 2 fois, mais ça vaut presque un but, hein. C'est un bonheur vraiment de voir défendre Chiellini saison après saison. Et il faut le rappeler parce qu'on ne le dit pas assez, on a parlé que de Ronaldo pratiquement qui marque pas, mais franchement grosse joie de voir Chiellini, et pourvu que ça dure parce que on sait qu'il a régulièrement des problèmes avec son mollet et sa cuisse, et j'espère vraiment que cette saison il va faire une saison pleine et qu'il va encore nous offrir des matchs comme ça, parce que vraiment ouais, quand on dit certaines interventions défensives valent autant qu'un but, on le met peut-être pas assez en valeur. Et puis mon flop à moi par contre, ça concernera plus une espèce d'ambiance maussade autour de ce match-là, notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est évidemment pas un monde où l'échec est toléré, ou en tout cas les gens sont toujours très positifs, les réseaux sociaux, mais déjà avant le match, beaucoup de critiques sur la formation avant même qu'elle soit sortie, et même après le match, on a senti les gens déçus. On a battu la Lazio 2-0. La Lazio, c'était quand même une équipe qui nous a battus 2 fois l'année dernière sur la première partie de saison en Supercoppa, et ensuite une autre fois au Juventus, à l'Allianz Stadium maintenant. Et donc voilà, c'est quand même pas n'importe quoi de les battre 2-0 au mois d'août comme ça, alors que l'équipe elle est encore loin d'avoir atteint son pic de forme. Alors je sais qu'il y a de l'excitation autour de l'arrivée de Ronaldo, mais non, on gagnera pas tous les matchs 5-0, et on aura peut-être même pas un seul 5-0 dans la semaine, mais voilà, on a eu une équipe qui a été performante, qui a marqué 2 buts sans en encaisser, donc ce serait bien quand même de se réjouir un petit peu et de pas être systématiquement dans le négatif. Ça c'était un petit peu mon coup de gueule. Alexandre, je te laisse enchaîner maintenant avec ton top et ton flop. Eh bien, pour moi, mon flop, ce sera Alexandro, que j'ai trouvé vraiment en deçà de son niveau par rapport au dernier match. Peut-être que c'est la combinaison avec Ronaldo qui n'est pas encore très bonne. Mais voilà, donc pour mon flop, ce sera Alexandro. Ce qui t'a pas plu chez lui, c'est des choses, l'aspect défensif ou l'aspect offensif, les deux à la fois Un peu les deux, même de tête, je pense qu'il a raté quelques passes. Donc, chose qu'il ne faisait pas quand il combinait avec Douglas Costa, parce qu'eux aussi ils sont brésiliens, donc forcément il y a une meilleure entente. Mais oui, je pense que c'est une question d'habitude, mais sur ce match, je l'ai trouvé vraiment moins bon. Et pour mon top, par contre, ce sera Cancelo, qui a vraiment illuminé le match, que ce soit avec ses interventions sur Lulic, oui. Aussi bien défensivement qu'offensivement, il s'est très bien renforcé par rapport au dernier match. Et donc voilà, pour moi c'est lui mon top. Allez, ça va conclure du coup le top et le flop. On va passer maintenant à quelques questions des auditeurs. On a notamment une question qui concerne les coups francs. On a eu un coup franc qui était super bien placé pour Pjanic, a priori, qui était un petit peu excentré sur la gauche. Au final, c'est Ronaldo qui s'en est tiré, il l'a envoyé en plein dans le mur, donc c'est Forza sur le forum qui nous demandait
qui doit tirer justement les coups francs. Je pense quand même que la tendance elle serait plus pour Pjanic, mais il y a toujours cette question de Ronaldo qui doit marquer. Émilie, ton avis sur les tireurs de coups francs? Je suis un peu partagée. Pour moi, l'idéal ce serait que ça tourne en fait, qu'ils se répartissent les coups francs comme ils les sentent eux sur le terrain. S'il y en a un qui se le sent plus, et qu'il y aille. Moi, je pense qu'on a le luxe d'avoir de très bons tireurs dans cette équipe, donc entre Cristiano Ronaldo, Pjanic ou même Dybala. Je pense qu'il y a du monde et je pense aussi qu'on a assez d'occasions pour que chacun essaye aussi. Donc, moi, je pense que le plus juste, ce serait que ça tourne entre tous. On avait une autre question aussi de Prince Rakim qui nous demandait si on soutenait la Curva Sud dans la grève qu'elle a menée samedi, avec notamment un silence total pendant un certain temps dans le match et puis très peu de drapeaux. On a un petit peu abordé le sujet en interne avant l'émission, pour être honnête, et c'est très compliqué de prendre position sur le sujet parce que il y a un conflit assez ouvert justement entre les tifosi et la direction sur le prix des places depuis un certain moment. On l'a vu aussi avec les affaires qu'il y a eu autour d'Andrea Agnelli l'année dernière. Il y a des gens pas forcément très fréquentables non plus dans les ultras et qui font un business autour de la vente de places, mais bon, c'est quand même difficile de parler sans avoir des preuves déjà, et puis sans être vraiment présent aussi au sein de la Curva. Mais en tout cas pour toi Alexandre, les tifosi doivent quand même rester à leur place et savoir ce qu'ils doivent faire à un moment. Oui, tout à fait, parce que en soi être un ultra c'est un plaisir et c'est une passion, c'est pas un métier. Donc faire grève pour une passion, je trouve ça un peu inutile, surtout que ça ne fera pas bouger la direction, donc autant profiter du match et supporter son équipe. Je pense au-delà de ça que, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais il y a tellement de gens qui aimeraient aller au stade. Si ces gens-là ont pas envie de payer le prix ou sont pas contents de ça, plutôt que de rien faire et de rester comme s'ils étaient devant leur canapé, ils regardent devant leur télé. Il y a plein de gens qui seront heureux de pouvoir aller au stade, qui actuellement trouvent pas les places. Hein. Oui, ça aussi, tout à fait. Donc il y a énormément de personnes qui aimeraient aller au stade. Donc je pense pas que ça embête la direction plus que ça. Et puis dernière question, c'est Unico qui nous demande quelle place pour Bernardeschi dans le groupe cette saison. C'est vrai Raphaël, contre son entrée la semaine dernière contre le Chievo, et là il a joué un petit peu plus d'une mi-temps, il a été quand même assez séduisant aussi. Il est en train de marquer beaucoup de points sur ce début de saison, Bernardeschi. Bernardeschi, en ce moment-là, je vois pas pourquoi il serait pas titulaire en fait. C'est Factor X, il déborde, il centre, il dribble, il fait des passes précises, il amène du jeu. Je vois pas pourquoi Allegri le mettrait sur le banc. Après, si c'est pour refaire une autre composition de l'équipe en remettant Dybala et du coup mettre Bernardeschi sur le banc, c'est aussi une possibilité. Bernard, il pourra faire de grandes choses, même s'il est remplaçant. On lui fait entrer à 70e minute, il va dynamiser le jeu et ce serait une autre possibilité offensive. Pour moi, c'est titulaire pas indiscutable, mais titulaire une bonne partie de la saison, quoi. On se posait un petit peu des questions sur l'intersaison justement pour savoir si Bernardeschi serait capable de passer un cap dans cette Juve-là, et il est en train de le faire, Émilie, là, non? Il semble même l'avoir passé. Moi, j'ai l'impression, je le vois beaucoup plus sûr sur le terrain. Un petit peu moins impulsif, c'est-à-dire qu'il va plus vraiment aller essayer de se montrer, faire des fautes un peu inutiles parce qu'il a trop plein d'engagement. Bon, ça arrive encore un petit peu, mais malgré tout, je le trouve plus canalisé, plus concentré aussi. Je pense qu'il a vraiment saisi ce qui lui manquait la saison dernière pour justement passer ce cap. Pour moi, il mériterait d'avoir cette cape de titulaire. Maintenant, effectivement, il y a énormément de monde dans cette équipe, donc cette place de titulaire, je pense qu'elle va être très disputée et qu'au final, il n'y aura pas forcément un titulaire indiscutable toute l'année, mais plusieurs titulaires qui vont tourner. Et c'est aussi ça l'avantage d'avoir une bonne profondeur de banc, quelque part. On voit aussi que Bernardeschi, il a fait toute la préparation, contrairement à des joueurs comme Douglas Costa et Dybala. Et physiquement, on le sent affûté, il est en train d'en profiter aussi, Alexandre, de cet avantage physique. Bah oui, tout à fait. Donc il a eu le temps un peu de se remettre en jambe comparé aux deux autres qui ont fait la Coupe du Monde aussi. Et oui, donc c'est tout bénéfique pour lui. Après, est-ce qu'il arrivera à être titulaire? Moi j'espère, parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et je ne lui souhaite que ça, voilà.
On va s'arrêter là au niveau des questions. On remercie bien sûr tous ceux qui nous en ont posé aussi. On essaie d'en sélectionner à chaque fois, à chaque semaine. Et puis n'hésitez pas quand même à continuer à en poser. On essaiera de répondre au plus de questions possibles. En conclusion, je vous propose de passer aux faits marquants du week-end de Serie A, comme on l'a fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous a marqué chez les autres équipes du championnat ce week-end? Et Émilie, quel est ton fait marquant du week-end? Alors, mon fait marquant, c'est un demi-fait parce que à l'heure où on tourne, le match n'est pas fini et je le compte quand même comme le week-end puisque c'est encore la deuxième journée de championnat. Mais actuellement, l'Atalanta mène 3-1 contre la Roma. Si ça reste comme ça, c'est quand même une grosse surprise parce que la Roma, je la voyais plutôt très forte vis-à-vis du premier match. Donc, si l'Atalanta l'emporte à la fin ce soir, ce sera une grosse surprise pour moi. Eh ben, ça rejoint un petit peu mon top à moi. Enfin, mon top, c'est mon top justement, mais c'est le fait marquant que j'ai sélectionné. C'est la lutte pour ce qui devrait être l'Europa League, mais qui ne le sera peut-être pas, parce que ça ira peut-être plus haut. Mais c'est effectivement des équipes comme l'Atalanta, comme le Torino, qui a été accroché l'Inter là de partout alors qu'ils étaient menés 2-0. Et puis aussi la Fiorentina, qui a mis un carton ce week-end contre le Chievo. Fiorentina qui a fait un bon recrutement et qui a toujours des bons jeunes dans son équipe. Niveau recrutement, on peut citer évidemment Piazza qu'on connaît bien ici, mais il y a aussi Simeone devant, également Chiesa qu'on connaît bien. Donc c'est une équipe vraiment très séduisante sur le papier. Et je pense que ouais, l'Atalanta, la Fiorentina, le Torino, c'est des équipes qui vont nous offrir des superbes matchs cette saison. Moi, je les vois lutter plutôt pour la 5e place et la 6e place, mais attention à ce qu'une de ces équipes n'aille pas viser même la 4e place et pourquoi pas une place en Champions League. En tout cas, ça va rendre un championnat qui s'annonçait déjà passionnant sur le papier encore plus intéressant. Alexandre, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end en Italie? Eh bien moi, c'est la deuxième victoire de la Spal, donc qui a gagné contre le Parme, il me semble. C'était Parme, ouais, avec un superbe but. Un super but, oui. Et ben, moi, je les attendais pas du tout gagner je m'attendais pas du tout à ce qu'ils gagnent leurs 2 premiers matchs. Et ça fait vraiment plaisir de les voir aussi haut, parce que c'est une équipe qui mérite d'être plus haut que ce qu'elle a été l'année passée. Et voilà, donc c'est ça vraiment qui a un peu marqué mon week-end. Et sinon, comme l'a dit Emily, oui, la Roma qui est en train de se faire battre par l'Atalanta. Voilà, c'est 2 grosses surprises du week-end. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup de gueule même, je crois, dans la Gazzetta aujourd'hui qui voulait mettre en avant justement la Spal parce qu'on a très peu parlé de leur maintien qui était loin d'être acquis la saison dernière. Et effectivement, ils repartent sur de très bonnes bases cette saison. Raphaël, je te laisse conclure. Qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end en Italie? Alors, il y a quelques trucs qui m'ont marqué ce week-end. La remontée du Torino contre l'Inter, je m'attendais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, quand même, ils ont du caractère, les joueurs du Toro. Et sinon, je tiens à noter aussi la victoire du Napoli contre le Milan. Enfin, plutôt le Milan qui s'est battu lui-même, parce que vu le match qu'ils ont fait en première mi-temps, c'était bien, mais le deuxième mi-temps catastrophique. Jean Gattuso, je me demande encore pourquoi il a fait ces changements. La rentrée de Bakayoko qui n'a rien apporté. Et oui, et puis on va revenir aussi pareil sur le match de la Roma contre l'Atalanta. Là, on est à la 57e minute et il y a déjà 30 tirs dans le match. C'est énorme, 30 tirs dans le match. En 55 minutes, c'est énorme. Et puis moi je retiens bien sûr victoire de la Juve 2-0 quoi. Bien évidemment, ouais. Juste pour la petite précision, le Napoli qui a battu le Milan 3-2 alors que le Milan menait 2-0. Et qui confirme donc comme la Juve avec une deuxième victoire de suite. Prochain rendez-vous pour les Bianconeri, c'est samedi à 20h30 et c'est contre un promu et un club historique du calcio bien évidemment, c'est Parme. On se retrouve lundi prochain pour analyser ce match-là, pour analyser ce qu'on espère être une 3e victoire consécutive de la Juve avant la trêve internationale. Ciao à tutti. Ciao. Salut. Au revoir.